Pierre, Bonjour. est-ce que tu peux nous présenter les 3 vins qui représentent le mieux pour toi, ton domaine? Oui, bien sûr. Donc là, j'ai fait une sélection de 3 vins qui, pour moi, sont assez importants, qui représentent différents secteurs géographiques et différents terroirs sur notre exploitation. Le premier, c'est un Riesling sur l'appellation Côte-Dieu de Königsbourg, qui est en fait une appellation communale, une des appellations communales que l'on a en Alsace, qui est répartie sur plusieurs communes sous notre magnifique château du centre Alsace, et qui, lui, par contre, se trouve sur différents sols, différents terroirs, qui est assez typé, assez intéressant, en Riesling. Un autre Riesling, un Riesling Rittersberg sur la commune de Scherwiller. Là, on est sur un autre type de Riesling, on est sur des granites blancs, en sortie de vallée. Là, l'expression sera encore totalement différente. Et pour finir, je dirais un Bischofsweingarten, qui est en fait l'histoire un petit peu du domaine, parce que initialement sur le domaine, un des terroirs qui était le plus important que ma mère exploitait était le Weingarten, jardin des vins, qui se trouve sur les coteaux du Hallenberg. Et l'histoire veut qu'en fait ce terroir appartenait au Moyen-Âge aux évêques de Strasbourg. Et ce terroir s'appelait en réalité le Bischofsweingarten. Et on retrouve encore des traces sur d'anciennes notes qu'on a trouvées sur Châtenois, parce que Châtenois appartenait au bailli de l'évêque de Strasbourg. Et ils avaient leur propre production de vin sur ce terroir-là. Aujourd'hui, on a la chance d'être les seuls à occuper ce territoire. On a fait énormément de travail pour remettre en état ces coteaux-là. Et ici, c'est un petit peu un hommage à ce terroir. Donc 3 vins, 2 cépages identiques, un autre qui est un petit peu particulier, mais j'en parlerai tout à l'heure un peu plus précisément. Donc tu vois, là je dirais sur l'exploitation, on est quand même sur une dominante je parlais de terroirs différents, mais on reste quand même sur une dominante de sols plutôt acides, des sols granitiques. Ce qui fait qu'on est sur des vins plutôt dans la finesse, dans l'élégance. D'ailleurs, la production est principalement une production de Riesling, qui s'exprime de façon très intéressante. On a des sols de Grave avec des Riesling plutôt sur le fruit. On a le Côte-Dieu de Königsbourg qui donnera un Riesling avec une belle acidité. On est à la fois sur des argiles et sur des granites, donc un truc qui est assez intéressant, avec des arômes d'agrumes, et qui vraiment a une super acidité, des beaux vins pour de repas. Le Rittersberg sur des granites blancs, qui s'écrit encore différemment, et puis bien sûr le Bischofsweingarten sur des granites rouges, ce qui représente aujourd'hui finalement un petit peu notre diversité de terroirs sur notre exploitation, et d'autres originalités aussi. Donc on va commencer par, on va faire découvrir ce Riesling, le premier Riesling, le Côte-Dieu de Königsbourg. Donc ce sont des vins qui finalement sont vendangés à maturité, on ne cherche pas de la surmaturité. Sur ce type de sol, les raisins sont souvent déjà très rapidement mûrs. On a la particularité d'avoir un Hallenberg qui nous protège énormément. Le Hallenberg sur Châtenois a un microclimat un peu particulier parce qu'il est protégé des vents. Donc il y a une température locale plus élevée que ce qu'on peut retrouver sur d'autres types de terroirs comme le Rittersberg par exemple. Donc il ne faut pas forcément trop attendre sur ces terroirs-là. Il faut que ça soit mûr et surtout on veille à ce que l'acidité et la fraîcheur reste encore présente sur ce vin-là. Donc là, il s'agit d'un millésime 2017. Un millésime pas évident. Rappelons-le, c'est un millésime où on avait à cette période de l'année souffert énormément je dirais, on avait eu des gels sur une partie de la plaine. Et par contre, sur les coteaux, c'est des raisins qui ont gardé une belle acidité malgré l'arrière-saison et la saison estivale qui a été très très chaude. Déjà, on peut voir que sur ce vin, aujourd'hui, c'est un vin avec une belle couleur jaune-or, très claire. C'est un 2017. Très clairement, on a une petite minéralité qui est souvent ce que l'on retrouve sur nos argiles et sur nos granites, mais surtout un côté très fruit, un côté citronné qui ressort. Donne une acidité tout en largeur, une belle salinité en fin de bouche, et avec une très très belle longueur. Ça, c'est vraiment un vin qui plaît énormément.
Des gens qui recherchent un Riesling, je dirais pour des poissons, des fruits de mer, un plateau de fruits de mer, c'est vraiment un Riesling qui est superbe. L'histoire aussi de ce coteau de Königsbourg, parce qu'il y a une histoire aussi derrière ce terroir. Le coteau de Königsbourg, on a un magnifique château, et depuis très longtemps, les vignerons, dans le cadre d'une confrérie, je dirais, mettaient en avant les terroirs autour de ce château. Et les viticulteurs qui participent à cette confrérie ont œuvré à un moment donné pour faire reconnaître en fait ces terroirs du Königsbourg comme une appellation communale, donc une appellation géographique, parce que ce terroir-là a cette particularité d'entourer ce château et je dirais d'être sur un élément géographique assez identique, quels que soient les villages, que ce soit Châtenois, Kinsheim, Orschwiller, et on retrouve une trame souvent assez proche. J'ai dégusté très récemment un autre coteau de Königsbourg d'un de mes collègues, et sur un Riesling d'ailleurs également, on s'est rendu compte qu'en fait il y avait une trame assez proche. Malgré le fait qu'il y ait deux types de terroirs, on se retrouve quand même sur un vin qui a cette originalité du secteur, je dirais, du centre Alsace. La dernière fois que tu as eu l'occasion de boire ce vin, c'était à quelle occasion? Alors ça a été très récemment, c'était avec un plateau de fruits de mer. D'accord. Avec un plateau de fruits de mer, ça remonte à il y a 2 semaines et demie, c'était un peu après Pâques. Et donc mes beaux-parents étaient revenus en fait de Bretagne, ils n'avaient pas fait les fêtes de Pâques avec nous, et nous avaient ramené justement des belles huîtres. Et franchement, ce vin-là était en 2017, sur le 2017, ça s'accompagnait vraiment très très bien. Il y avait ce côté un peu iodé des fruits de mer qui allait très bien avec ce Riesling. On a eu aussi l'occasion de goûter des vieux millésimes, Riesling Coteau de Königsbourg sur des millésimes, donc on avait des 2000, j'en avais encore, des millésimes 2000 qui n'étaient pas forcément évidents, des 2003 aussi. 2003, année de la canicule, on s'est rendu compte que finalement, sur du 2003, sur cette appellation communale, on a réussi à garder, alors moins de fraîcheur, mais le vin, son équilibre s'est fait beaucoup plus sur d'autres éléments, sur la structure même, la qualité des raisins que l'on trouvait sur ces terroirs-là. Tu parlais de cépage avant, le Riesling, c'est une part importante sur votre domaine, ça représente à peu près combien? Et vous avez un domaine de quelle surface? Notre domaine fait 23 hectares de vignes, le domaine est totalement en culture biologique et les Riesling représentent bien 35% de notre encépagement, ce qui est un encépagement assez important. Les encépagements importants restent le Riesling. C'est vrai que nos types de sols font vraiment une très belle expression sur ce type de ce cépage. Ensuite, on a quand même, sur des sols de Grave, on a de très beaux pinots noirs qui sont très fruits, que je voulais vous présenter finalement, mais ça ne représente pas forcément l'originalité, la typicité de notre exploitation. Ça reste beaucoup plus cette notion de Riesling. Sur l'exploitation, on exploite à peu près 5 terroirs différents avec chaque fois 5 Riesling différents, ouais, donc, qui auront leur originalité. Lors d'une soirée, ça permet vraiment de montrer finalement la différence qu'il peut y avoir avec quelqu'un qui n'est pas un public averti, quoi. Exactement. Souvent, les gens ont du mal, ou en tout cas le consommateur amateur, lorsqu'on lui présente une gamme, ou lorsqu'on lui présente notre gamme des vins, est souvent surpris de la multiplicité des Riesling que l'on a sur notre carte. Et je leur explique un petit peu, non mais ça leur fait même un petit peu peur au départ, mais du coup, je les invite à les déguster, pour qu'ils découvrent en fait cette diversité. Et c'est là que je leur explique qu'en fait le Riesling c'est un des cépages qui est un magnifique marqueur de terroir. C'est vrai que nous on est principalement sur des sols granitiques, mais des Riesling sur des sols plus lourds comme des argiles argilo-calcaires, d'autres types de sols s'expriment aussi de façon différente, mais de façon très intéressante. Et les gens à travers le Riesling, c'est ça qui est intéressant, comprennent la notion de terroir. Et en leur montrant 5 vins différents, même souvent d'un même millésime, c'est là qu'ils se rendent compte qu'en effet, alors je leur dis souvent fermez les yeux, goûtez le vin, sentez un petit peu ce que vous avez. Depuis le Riesling, notre tradition qui est issue de nos sols de Grave, ici qui donne plutôt un Riesling sur le fruit, jusqu'à un Riesling comme le Rittersberg qui est sur un autre type de terroir, les gens en fait sentent la différence. Alors ils ont une préférence pour l'un, forcément pour l'autre. Mais en tout cas, et d'ailleurs souvent ce qui est assez étonnant, c'est que tout le monde n'a pas forcément toujours le même avis. Et même au sein d'un couple, et c'est ça qui est souvent rigolo, madame préférera un certain Riesling, monsieur préférera l'autre. Ce qui n'est pas toujours évident pour faire le choix. Pour faire le choix, oui, tout à fait. Mais bon, en tout cas, c'est ça qui est intéressant dans notre métier, c'est qu'en fait, on a cette diversité de sols, et on a des cépages qui permettent de jouer avec ça. Complètement.
Donc sur ce Riesling-là, en effet, c'est une appellation en plus communale qui a été portée entre autres par ma mère, qui était vigneronne à Mont, et qu'on travaille vraiment de plus en plus. On a, je dirais, une clientèle qui est intéressée par ce type de produit, qui est peut-être moins marqué qu'un Riesling terroir 100% comme un Rittersberg, parce que c'est quand même un assemblage de deux sols différents, on reste sur une appellation géographique, mais qui, d'année en année, a quand même cette originalité, cette particularité, cette typicité avec son acidité, son côté agrume qui ressort, sa légère minéralité, sa salinité qui repart un peu sur le côté, qui est assez gourmand et qui en fait invite souvent les gens. Ça va en fait de repas très concrets. Après, comme on le dit souvent et on le répétera jamais assez, si vous avez la possibilité, patienter avant de déguster nos Riesling alsaciens, quoi. C'est un peu le problème qu'on a en Alsace, c'est qu'on est obligé de courir après les millésimes à cause des dernières années. Et maintenant, ben, les gens souvent sont un peu surpris par le côté un peu dur de certains Riesling, alors qu'en fait, s'ils attendent 3-4 ans, on aurait franchement de belles choses, quoi. Alors, c'est vrai que, bon, je pense que le consommateur aujourd'hui, d'une façon générale, même un consommateur qui ne connaît peut-être pas trop le vin d'Alsace, souvent demande quel est le délai de consommation d'un vin d'Alsace. Et ils sont souvent très surpris quand on leur dit qu'un vin d'Alsace, il faut l'oublier en cave, une quinzaine, vingtaine, trentaine d'années, en fonction des conditions de stockage, bien entendu. Et là, les gens sont très surpris. Et à ce moment-là, souvent, et on a cette chance-là aussi sur l'exploitation, c'est qu'on a gardé un certain nombre de vieux millésimes qu'on fait de temps en temps découvrir aux gens, pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, le Riesling, ben, le boire jeune, c'est bien, mais en fait, un vin, c'est un peu comme la vie d'un homme ou d'une femme, c'est-à-dire qu'il y a une naissance, il y a une mort, mais en fait, il y a aussi une évolution, il y a une adolescence, il y a de l'expérience, il y a plein de choses qui se font que la personne va se développer. Et pour le vin, c'est pareil. Quand il est jeune, il est un peu fougueux, on sent un peu tous les éléments dans tous les sens. Hein. Et puis ensuite, quand il commence à vieillir, il commence à s'assagir, on commence à avoir de la puissance, on sent que ce vin, à un moment donné, prend son caractère. Et c'est là qu'en fait, au bout de 15 ans, 20 ans, on commence à voir apparaître son caractère. Et c'est vrai que là, on est sur un millésime 17, c'est un bébé encore, hein, très clairement. Et c'est presque dommage, mais c'est vrai que malheureusement, les millésimes passés font qu'aujourd'hui, on a tendance à être sur des millésimes beaucoup plus jeunes. Qui suivent, ouais. Qui suivent, quoi. Mais bon, au-delà de ce fait-là, pour des gens qui découvrent le vin d'Alsace, être sur des millésimes jeunes, c'est un élément intéressant, surtout pour leur montrer les terroirs différents sur un même millésime, pour qu'ils le comprennent. Et ensuite, pour aller plus loin, la démarche complémentaire, c'est de leur faire découvrir, finalement, d'aller dans la profondeur et d'aller leur présenter sur le même terroir un millésime plus ancien, pour qu'ils comprennent cette trame et qu'ils constatent aussi que le vin, finalement, est super intéressant et se conserve tout à fait très bien. Donc voilà pour le coteau du Lot-Königsbourg. On va attaquer Chervillers. Alors, qui est quand même une référence. Non. Alors, oui, Chervillers, alors il faut dire aussi que le domaine, c'est deux noms de famille, Bernard et Raibel. La famille Raibel est originaire de Chervillers. Ma mère est originaire de Chervillers et les Bernard sont originaires de Châtenois. Et en fait, c'est ma maman qui a relancé l'exploitation viticole il y a de nombreuses années en fusionnant en fait les noms des deux familles, Bernard et Raibel. Il faut savoir aussi que dans la famille, on produisait du vin sur Chervillers depuis de nombreuses générations, je dis bien du vin, et il y a eu, je dirais, des faits d'histoire qui ont fait que mon grand-père est parti prématurément, ma maman avait 3 ans, et à l'époque, c'était très compliqué pour des femmes de continuer à faire de la production de vin. Mais finalement, passionnée par le vin, maman, qui a suivi des formations en œnologie, a recommencé, une fois que mon frère et moi-même étions un peu plus âgés, a recommencé à produire, repartir dans la tradition familiale, et a recommencé à produire en fait du vin. Du coup, les noms, c'est Bernard et Raibel. Et c'est vrai que Chervillers, on y est attaché parce qu'on a une partie de notre vignoble, une belle partie de notre vignoble qui se trouve sur les coteaux du Rittersberg, sous les deux châteaux, l'Ortembourg et le Rheinstein, en sortie de vallée de Sainte-Marie-aux-Mines. Et la particularité de ce lieu, qui est encore différente de celui de Châtenois, on est également sur des granites, mais des granites du coup blancs. On a une sortie de vallée avec, je dirais, qui est beaucoup plus balayée par les vents. C'est un granit qui est blanc, qui donne un côté... alors, c'est plutôt, je dirais à terme, c'est un peu plus austère. Par contre, il donne des grands vins très fins, bien ciselés, avec une belle minéralité, qui une longueur extrêmement impressionnante.
Et en fait, les enracinements se font vraiment à travers la roche. On a une parcelle sur le Rittersberg, on se balade là-dedans, il n'y a que de la caillasse, quoi. Et pour que la vigne s'enfonce profondément, elle est obligée de faire un travail, vraiment un gros travail, pour que ses racines descendent, sachant que les racines peuvent vraiment descendre très profondément. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on a cet élément de microclimat qui donne cette particularité en plus à cette roche de granit blanc, qui donne, quand on touche la roche, en fait, le granit, on a un côté un peu plus froid, hein, c'est normal. Si on est sur des argiles, ça donne un côté un peu plus chaud, et ce granit blanc, un côté plus froid, donne un côté plus frais aussi, avec une acidité telle en longueur. Donc là, c'est vrai, également, là, on est sur un millésime 2015, ce que l'on va goûter là maintenant. Millésime 2015 sur le Rittersberg, c'est un millésime qui était un millésime solaire. On se retrouve avec en période de vendange, quand même avec des conditions climatiques précédentes qui étaient assez chaudes. Les acidités ont commencé à baisser. Par contre, on a constaté que sur le Rittersberg, les acidités se sont maintenues. Et je pense que c'est surtout lié aussi à ce microclimat que l'on a, lié à ce vent qui est régulier, qui rafraîchit un petit peu les choses et qui évite à ce que les acidités ne chutent de trop. Et certainement aussi le sol, hein, parce que le sol a sa part de responsabilité. L'extraction des éléments minéraux du sol, plus, je dirais, l'environnement microclimatique, fait qu'on a réussi sur un 2015 à garder un vin magnifique, avec surtout une très belle salinité. Donc, sur ce vin-là, c'est des... Alors, petite anecdote sur le Rittersberg 2015, j'ai fait goûter récemment un millésime 2003 à un de nos clients qui s'intéressait aux vieux millésimes. Et je parlais tout à l'heure du Königsbourg 2003, mais le Rittersberg 2003 va encore au-delà. C'est-à-dire qu'en fait, avec cette année caniculaire, le vin, aujourd'hui, en cave, il est loin d'être au bout. Il est encore dans une phase, je dirais, de croissance. Il n'est pas encore dans son âge, je dirais, de maturité d'un cinquantenaire ou d'un soixantenaire. Il progresse encore, il apprend, il évolue, et évolue bien pour le moment. C'est vrai qu'il sera moins sur l'acidité, il se sera construit un peu sur d'autres choses. Il a de la fraîcheur encore, très clairement. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est des vins qui sont construits sur des éléments qu'on ne connaissait pas trop avant, mais sur des tanins, par exemple. Des éléments qui peuvent être surprenants, mais je pense que c'est lié aussi au fait que ces raisins, à un moment donné, sont restés, je dirais, il y a une forme de macération qui s'est faite sur pédiculaire. Et c'est en ça que la nature, souvent, ce qui est intéressant, on se rend compte que la nature a horreur du vide. Et quand on travaille correctement sa vigne, quand on la travaille avec amour, qu'on essaie de rechercher une certaine qualité, hein, la nature vous le rend bien. Et ça, on le constate depuis des années avec, je dirais, on subit quand même des aléas cliniques, des pics. Les millésimes sont différents les uns des autres. C'est vrai que les vins sont un petit peu différents, mais on retrouve quand même chaque année, et ça c'est la magie des terroirs et de ce que l'on a ici en Alsace, c'est qu'on retrouve quand même, finalement, la trame du Rittersberg, du Côte-de-Dieu de Königsbourg, du Weingarten, de ces terroirs-là. C'est ça la richesse. Est-ce qu'on peut dire que tu portes une attention plus particulière à ce vin-là du fait de l'attachement familial au Rittersberg, à Charvillers? Alors, peut-être inconsciemment. Non, par contre, tous les terroirs, on s'y attache. On s'y attache énormément. Alors, il faut savoir, il y a quand même eu un travail de fond très important qui a été. C'est vrai que le Rittersberg, ça a cet attachement familial. Il y a eu, je dirais, une disparition tragique qui s'est faite dans la famille Reibel à un moment donné sur Charvillers. Et du coup, c'est vrai qu'on s'attache à ces traditions-là. En plus, c'est un beau terroir, il le rend bien. Donc c'est vrai que on y travaille, on le bichonne peut-être un peu plus inconsciemment que les autres. Donc là, on se retrouve sur un 2015. Bon, la couleur est une couleur un peu plus jaune or, ce qui est aussi évident si on est sur un millésime un peu plus solaire. Hein, mais du coup, là, on se retrouve sur quelque chose qui a ce côté plus minéral, un peu plus frais. On retrouve encore un peu ce côté, je dirais pamplemousse, très pamplemousse, mais pamplemousse un peu plus mûr. C'est lié un peu au millésime aussi. Alors c'est marrant, en 2015, quand le vin était en cave, c'était extraordinaire.
quand on sortait le vin pendant sa fermentation, quand il était en fin, quand on l'avait soutiré, c'est un vin, il sentait les fruits exotiques. Et je l'ai eu plusieurs millésimes de suite. Et c'est assez étonnant, je l'ai souvent senti sur des millésimes solaires. Les hommes un peu plus chauds, en sortant le vin de la cuve, des foudres, ils sentaient le côté fruits exotiques à fond. C'était incroyable. Ah ouais. Et puis après, bon, une fois que la mise en bouteille était faite, ça s'était un petit peu dissipé. C'est des vins, il leur faut un peu plus de temps pour s'ouvrir. Hein. C'est des vins, avant de les commercialiser, il leur faut 4-5 ans avant de pouvoir vraiment s'exprimer. Avant, ils sont vraiment très fermés, quoi. Donc c'est souvent un petit peu dommage. Et là, et au bout de 4-5 ans, on retrouve un peu ce type d'arôme qui peut tendre vers un peu des fruits un peu plus exotiques, on va dire. Alors que le Rittersberg n'est pas exotique du tout. Non. On n'a pas de palmier encore pour le moment. Il avait une rigueur. Et il y a une rigueur, c'est clair, hein, c'est assez impressionnant. Ça fait presque partie des terroirs, je dis toujours, qui se méritent. Oui. Parce qu'il faut attendre. Parce que au début, il a un côté très austère, quoi, quand même, ce qui est âpre, difficile à cerner. Et en plus, comme tu le disais avant, étant jeune, il a un peu ce côté feu follet. Oui. Et c'est vrai que ça se mérite dans le sens où il faut attendre pour vraiment le déguster. Complètement. Et ce vin, maintenant, est bien. J'ai ouvert ce même Rittersberg. On goûte chaque année un petit peu les millésimes plus récents pour voir un peu comment ils évoluent. Et on se rend compte, hein, il leur faut ce temps. Il leur faut ce temps et je dirais cette austérité, après ce qui est assez marrant, parce que il a ses côtés austères, il est très austère en étant jeune, franchement, même très discret, un peu timide, et en vieillissant, il se lâche un peu, il s'ouvre un peu, il donne certains éléments, alors il reste austère, mais par exemple, il part sur du pamplemousse, des choses qui sont un peu plus, en fait, il s'ouvre très légèrement, et c'est ça qui est assez marrant avec ce terroir, et surtout sur les Riesling. Surtout sur les Riesling. Et je trouve que, d'autant plus sur le Rittersberg, je trouve vraiment que, en vieillissant, on en oublie presque le côté Riesling. Oui. C'est là où, c'est un des terroirs qui est vraiment impressionnant. Mais je te ferai goûter tout à l'heure. Tu verras, parce qu'en fait, ce qui est assez intéressant dans la gamme, là, c'est vrai que c'est deux millésimes différents, mais c'est vrai que c'est. Et là-dessus, justement, avec un de nos clients parisiens qui travaille pas mal sur la restauration, c'est des vins qui sont vraiment très apprécié. C'est des vins de gastronomie, hein, ça passe très très bien. Malgré ce côté un peu austère, mais il a cette longueur, il a cette structure qui fait qu'en fait les gens, ça leur ouvre le palais à chaque fois. On se retrouve sur des vins, en fait, les gens se servent un premier verre, un deuxième, un troisième, enfin toujours à consommer avec modération. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ouvre également l'appétit. C'est vraiment l'accompagnement parfait pour un plat plus recherché, plus travaillé. C'est ce que j'allais dire. Quel est celui, on va dire, qui t'a le plus surpris, le plat, qui t'a le plus surpris avec ce vin-là? Sur le Rittersberg, sur le Rittersberg, c'était un essai que l'on avait fait. Alors ça remonte à il y a quelques années. On avait fait un plat spécial sur le Rittersberg avec un chef d'un restaurant étoilé sur la commune de Célestat. Où on avait travaillé ce vin-là, donc c'était sur un Saint-Pierre et qui lui avait été travaillé, alors non pas brut, hein, il avait été travaillé avec des accompagnements sur des éléments très. Alors ça avait été accompagné sur des plats, c'était une base de Saint-Pierre accompagnée de pâtes aux œufs alsaciennes bien sûr. Mais surtout avec je dirais un accompagnement de sauce et de légumes qui eux avaient été un petit peu travaillés sous forme d'épices. Ils avaient été un peu plus épicés et un peu plus relevés. Et j'avais un petit peu un doute au départ avec ce Riesling et finalement ça a été un très beau mariage. Souvent ce qui est assez étonnant c'est sur les associations de mes vins, c'est pas toujours très évident. Parce qu'on peut se retrouver souvent avec aujourd'hui des plats qui sont extrêmement diversifiés aromatiquement. Et je dirais que souvent, ce qui serait intéressant, c'est de partir à l'envers, c'est de choisir son vin. Ouais. Et à partir du vin, commencer à construire son vin. Et là, ce qui est marrant, et c'était un petit peu ce qu'on avait fait avec ce chef, c'était il y a une quinzaine d'années, c'était vraiment un jeu super. Alors on l'avait fait sur des Rittersberg qui étaient plus âgés, c'était des millésimes qui avaient déjà 10 ans. 10-15 ans, et on recherchait justement, comme ils avaient ce côté ester, il y avait ce côté un peu minéral qui ressortait, des épices qui relevaient un petit peu, mais qui ne diffusaient pas le vin. Mais comme le Rittersberg a quand même une structure puissante en bouche,
une belle acidité, une belle longueur, mais je dirais une longueur et une acidité tout en longueur, non pas en largeur, hein, parce que souvent les vins on peut les exprimer sur la largeur ou sur la longueur. Finalement, ces épices l'accompagnaient très bien jusqu'au bout du palais, et l'accompagnaient superbement bien. C'était un mariage vraiment presque parfait. Et à la finale de la finale, qui prenait le dessus, l'épice ou le riz? Non, c'était les deux. Les deux, il n'y avait pas de... Ah, oui. En fait, on l'avait vraiment travaillé de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on n'était pas parti sur le plat et on avait rajouté le vin. On l'avait monté, quoi. On l'avait vraiment monté avec le chef. Donc le dosage d'épices était fait en conséquence. Mais en parlant, c'est une expérience que je voudrais réitérer parce que là, on avait l'apéro gourmand qui s'était fait la semaine dernière, et donc j'avais Christophe de la pâtisserie Christian qui lui avait apporté ses chocolats, ses cacaos, tout un ensemble de desserts, et sa sœur qui elle est plutôt cuisinière, avait associé en fait un certain nombre de plats qu'elle avait prédéfinis, et en fait elle était partie, je lui avais laissé quelques bouteilles de vin que j'avais prévu ce soir-là, bon en Rittersberg d'ailleurs, le 2015. Elle l'avait mis sur du porc, cuit à basse température, avec une petite sauce un peu. C'était pas la cannelle, hein, c'était pas dans cet esprit sucré, c'était plutôt dans un esprit. Je crois qu'elle a mis un peu enfin, c'était quelque chose qui était assez explosif en bouche. Et le Rittersberg sortait très très bien. Voilà. Oui. Après ça, alors petite anecdote aussi, le même Rittersberg avait été associé sur un dessert à base de citron qu'avait fait Christophe, et ça a été superbement, ça s'accompagnait très bien. Donc, chocolat citron avec le Riesling. Ce qui est pas toujours évident. Mais comme il y avait une sacrée acidité dans le citron et le Riesling avec sa minéralité et je dirais sa fraîcheur, il n'y avait rien qui allait au-dessus de l'autre. Ça s'accompagnait très très bien. Ensuite, on arrive sur un des autres terroirs du domaine, qui est finalement sur la montagne du Annenberg, qui s'appelle le Weingarten. Le Weingarten, ce sont des granits blancs. Le Annenberg est une montagne qui se trouve en avant du château de Königsbourg, et souvent le château de Königsbourg protège, une première montagne, enfin la montagne du château de Königsbourg protège déjà le Annenberg, donc le Weingarten, et très souvent, je dirais la majorité des nuages contournent le Annenberg, passent souvent soit derrière le Rittersberg, soit devant, et je dirais que c'est un lieu qui est très protégé, qui est assez calme. Quand on y circule, on se sent, c'est paisible. D'ailleurs, sur le lieu du Weingarten, il y a un petit bâtiment dans la montagne qui s'appelle, le lieu s'appelle Gorgonbrunn. Et à l'époque, sur ce lieu-là, dans ce coin-là du Weingarten, les Celtes, avant l'arrivée des Romains, y avaient construit leur camp. Et quand on s'y balade, quand on se trouve sur ce lieu-là, c'est très paisible, c'est très calme. Et on retrouve un peu dans ce Weingarten cette quiétude. C'est pas l'austérité d'un Rittersberg, ça va être peut-être quelque chose de plus chaleureux, de quelque plus. chose qui vous enlace presque. Voilà, exactement. Alors, ce qui est d'ailleurs aussi marrant autour de ce Weingarten, c'est entouré de forêts d'acacias. Et très souvent, et surtout là maintenant, quand les acacias étaient en fleurs, très souvent, quand on se balade à ce moment, en période de fleurs, on retrouve ces arômes un petit peu floraux, je dirais, sur ce terroir-là. D'accord. Voilà. Alors, Bischofsweingarten 2014. 2014, donc j'expliquais tout à l'heure le Bischofsweingarten, l'histoire du bail de l'évêque de Strasbourg, qui à l'époque faisait son propre vin et qu'il nommait sur ce lieu-là Bischofsweingarten. Ce vin, en fait, est composé de 2 cépages qui sont, je dirais, sur le même lieu, qui se touchent littéralement. Et je dirais, ce qu'on a vraiment souhaité ici à travers ce Bischofsweingarten, c'est avoir une expression de ce que représente ce terroir du Weingarten sur le Annenberg. Donc 2014, un millésime extrêmement intéressant parce qu'on est quand même sur un millésime avec de très belles acidités, de très belles fraîcheurs. Et donc le choix s'est porté sur une sélection de ces 2 parcelles qui d'ailleurs se touchent, sont côte à côte.
On l'avait déjà fait les années précédentes, en 2011, 2014. On ne le fait pas systématiquement chaque année. On le fait quand on estime que la nature nous permettra de réaliser ce vin. Donc ce n'est pas systématique. Et 14 était le cas, 17 a été le cas, et 18 n'a pas été le cas. C'était pas parce que, je dirais, les conditions n'étaient pas forcément... Mais en tout cas, ce que l'on recherchait par rapport au raisin, ou en tout cas ce que l'on attendait du raisin, par rapport à ce que l'on cherchait sur ce vin-là, n'apportait pas ce qu'on... n'était pas dans notre goût, tout simplement. C'est ça quand on travaille avec la nature. Exactement. En fait, la nature, chaque année peut être un petit peu différente. Et donc, il faut la prendre telle qu'elle est. Et là, en fait, on est sur un assemblage Riesling-Pinot Gris. Alors, Riesling-Pinot Gris, sur ces granits rouges du Bischofsweingarten ou du Weingarten, sont des cépages qui sont très complémentaires. Parce que aussi bien le Pinot Gris que le Riesling sont dans une acidité qui sera moins tranchée que sur un Rittersberg, qui seront peut-être plus englobantes. On reste sur des vins secs. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que le Pinot Gris, là-haut, garde une sacrée acidité. C'est ça qui est assez étonnant par rapport au Riesling, qui lui n'a pas ce même type d'acidité. Alors, l'environnement local joue certainement. L'altitude aussi peut-être, non? L'altitude joue aussi, on est sur une altitude, ouais, un petit peu, mais je dirais l'exposition est plein est. Hein. Plein est, hein. Donc, et en fait, c'est un lieu où en fin d'après-midi, on n'a plus de soleil. Donc on a vraiment le soleil du matin. La forêt qui protège autour, le microclimat, il y a quand même régulièrement aussi, c'est une parcelle qui bénéficie aussi, je dirais, d'une eau naturelle, hein, qui est poussée par la montagne sur Châtenois, ce qui est assez étonnant quand on se balade. Je me souviens lors des dernières vendanges, en se baladant dans le Hannenberg, où on était dans une période très sèche, sur les vendanges 2018, il y avait de l'eau qui ruisselait de la montagne. Hein. La montagne, elle draine une quantité d'eau importante, malgré des périodes un peu plus sèches. Et ce lieu-là, à cette partie-là, je te parlais tout à l'heure d'une quiétude, d'environnement zen un petit peu, mais en tout cas, c'est pas pour autant que la vie biologique ne bosse pas, parce qu'elle a les éléments pour bien vivre. Et en fait, les raisins, du coup, l'apportent un petit peu, et je trouve que le Pinot Gris et le Riesling, là-dessus, sont très complémentaires. Le Pinot Gris donnait finalement quand même ce côté un peu droit. Le Riesling, souvent sur le Weingarten, a une acidité un peu plus enrobée, moins droite, mais c'est assez marrant les deux ensemble, ça donne quelque chose de plus droit. Et en fait, l'assemblage s'est fait naturellement. Hein. On a pris les raisins, c'était deux parcelles, on les a récoltés au même moment, c'était mûr ensemble, et je dirais qu'on les a pressés et on les a vinifiés dans nos caves, entre autres dans les petits foudres en bois qui se trouvent sur l'arrière de la cave. C'est pas des gros volumes, mais ça restait des volumes intéressants. Et c'est vraiment un vin qui garde cette salinité aussi que l'on retrouve, qui donne finalement, l'un et l'autre sont très complémentaires et ça donne finalement pas mal de puissance au vin. Donc, je dirais, on se retrouve là sur vraiment une typicité du terroir, des terroirs qui représentent notre exploitation Bernard Hagel aujourd'hui. Après, l'association sur un Bischofsweingarten, on reste sur des vins, tous les trois sont secs, on reste sur un vin par contre qui a beaucoup de complexité. Et du coup, l'association ici avec des plats, c'est vraiment des plats gastronomiques qu'il faut rechercher. Si on recherche en fait des vins plus sur des plats, je dirais frais, sur des poissons grillés, sur des choses comme ça, on partira plus sur un Riesling Côte de Königsbourg, terroir qui nous permettra, qui exprimera vraiment cette fraîcheur. Ça ne parle pas de simplicité, mais on parle de droiture qui ira mieux à utiliser sur des poissons grillés qu'un Rittersberg ou qu'un Bischofsweingarten. Il faut vraiment rechercher plus des plats beaucoup plus complexes. D'accord. En tout cas, voilà. Merci pour cet accueil. Ben, je t'en prie. Donc, finalement, on se retrouve aussi dans la cave à foudre, hein, parce que ça, c'est également important. Il faut savoir que l'ensemble des vins, tels qu'on les travaille vraiment en respectant l'environnement. Et en 2001, justement, on s'était mis en culture biologique. Donc ça remonte déjà depuis de nombreuses années, non pas pour faire de la bio, mais l'objectif c'était vraiment de mettre en avant ces terroirs-là, ces lieux,
et de les respecter et d'essayer d'avoir quelque chose qui exprime, de faire vivre le sol, de faire vivre l'environnement pour que la vigne se sente à l'aise et puisse exprimer au mieux possible et extraire au mieux cet environnement qu'elle occupe. Ça, c'était l'objectif principal, bien entendu aussi, je dirais, le fait de sentir un certain nombre d'éléments, mais on ne mettait pas du tout en avant le fait d'être en bio. Mais l'objectif, c'était vraiment de travailler là-dessus. Et de travailler aussi avec des vieux foudres en bois qui permettent finalement d'apporter quelque chose de très intéressant, c'est que le vin est un produit vivant. Et du coup, le vin a besoin de respirer. Le foudre, l'avantage des vieux foudres en bois, permettent au vin de respirer. Et ce qui est assez marrant, on a déjà fait des tests sur des pinots blancs, par exemple, en mettant un pinot blanc dans le foudre ou dans la cuverie inox. Le vin, alors structurellement c'est le même, mais par contre, je dirais que dans sa globalité, celui qui était dans un foudre a quand même quelque chose en plus à exprimer. Et là, on se rend compte qu'il y a le travail du vigneron dans la vigne, il y a la nature, mais surtout aussi, après, c'est le travail et le respect de ce raisin au niveau de la cave. Et c'est à partir de cette conjonction de travail qui se fait depuis la vigne jusqu'à la cave qu'on réussit à sortir des bons. Voilà. On en a la preuve. Voilà, très bien. En tout cas, merci. Merci Pascal.